Chapitre 3. La côte. Rick Banner pédalait comme un forcené dans la côte qui menait à la falaise. Il ruisselait dans son t-shirt, le front plissé par l'effort. Cependant, il n'avait aucune intention de ralentir. Passer à la vitesse inférieure, c'est bon pour les filles. À ce compte-là, autant se farcir le chemin à pied. Il avait les mollets en feu, mais il savait que c'était salutaire. Ça renforçait les muscles. Des muscles et des poumons. Il n'y a que ça de vrai dans la vie, lui rabâchait constamment son père. Et il s'y connaissait, son père, pour avoir parcouru à vélo toute l'Angleterre, de Kilmore Cove à l'île écossaise de Skye, dans les deux sens. Et lui n'avait sûrement pas les changements de vitesse du VTT moderne. Il avait pédalé. Point. Aussi, en serrant les dents, Rick continua-t-il à enfoncer les pédales, attendant le moment où, brusquement, il se trouverait face à la petite tour élancée de la Villa Argo. Cette seule pensée suffit à décupler son énergie. Voilà des années qu'il rêvait de pénétrer dans cette maison. Il avait passé des journées entières à la regarder avec les jumelles de son père, par la fenêtre de chez lui. Ou encore depuis la plage, lorsque la marée basse avait découvert de vastes étendues recouvertes d'algues, ce qui donnait à Rick du recul pour observer la villa sous un angle nouveau. Ah, la Villa Argo, la vieille dame assise au sommet de la falaise blanche de Kilmore Cove, un promontoire tout incrusté de sel, que les marins appelaient Salton Cliff, la roche salée. Que d'histoires n'avait-il pas entendu sur cette maison, sur cette falaise et sur l'extravagant propriétaire qui l'avait occupée 40 années durant. Ulysse Moore. Encore 2 ou 3 coups de pédale, et il y était. Rick se redressa et attaqua les derniers virages en poussant à fond sur ses jambes. Il se considérait comme un garçon calme, paisible, qui n'avait pas besoin de tous ces passe-temps que ses camarades de classe jugeaient indispensables. Il n'avait pas d'ordinateur, par exemple. Aussi, quand quelques jours plus tôt, à l'école, mademoiselle Stella avait présenté Jason et Julia à l'unique classe de Kilmore Cove, Rick avait été fou de joie. Un vrai coup de chance, avait-il pensé. 2 enfants, d'1 an de moins que lui, ignorant tout du pays, et qui venaient d'emménager dans la maison de ses rêves. La mort du vieil Ulysse, puis l'arrivée des jumeaux lui offraient enfin une superbe opportunité. Fréquenter enfin la Villa Argo. Incroyable. Tandis qu'il filait sur la route, Rick perçut une menace. Une voiture, derrière lui, se rapprochait à vive allure. Il réalisa qu'il roulait au beau milieu de la chaussée. Mais il n'eut même pas le temps de s'écarter. Un coup de klaxon furieux l'obligea à braquer brutalement vers la gauche, lui faisant perdre le contrôle de son vélo. Du coin de l'œil, il vit une carrosserie chromée frôler sa roue arrière, et il culbuta dans l'herbe, les 4 fers en l'air. Rick se dégagea du cadre de son vélo en le soulevant d'un geste rageur. Puis, sans décolérer, il grimpa sur le bord de la route et brandit le poing en direction du chauffard. « Tu ne peux pas regarder devant toi, andouille !» hurla-t-il. Comme s'il avait entendu, le véhicule s'arrêta sur le bas-côté en faisant crisser ses freins. C'était une de ces énormes voitures aux vitres fumées, comme on en voit dans les films de gangsters. Rick déglutit et vérifia d'un coup d'œil l'état de son vélo. Rien de cassé apparemment. Il empoigna le guidon et fit rouler l'engin. « Je suis vraiment désolé, s'exclama alors une voix féminine en provenance de la voiture. Tu t'es fait mal ? Une main gracieuse, emprisonnée dans un petit gant orange, recouverte de bracelets scintillants, jaillit de la vitre arrière de l'auto et lui fit signe. « Mon petit, je suis désolé, continua la voix. Tout va bien ? » Rick ignora le « mon petit » et s'approcha suffisamment pour lorgner l'intérieur de la voiture. 2 longues jambes, une cascade de cheveux roux, un lourd collier de diamants et d'émeraudes se présentèrent à sa vue. Il croisa un regard ourlé de cils interminables et fut enveloppé dans un nuage de parfums exquis. « Je te demande pardon, poursuivit la dame. Mais parfois Manfred se croit encore au rallye. N'est-ce pas, Manfred ? Tu pourrais peut-être t'excuser auprès de notre ami, tu ne crois pas ?» La portière du conducteur s'ouvrit, livrant passage à un type trapu, à la mine patibulaire, vêtu d'un élégant costume rayé noir et gris. D'un geste raide, il s'inclina en marmonnant des excuses incompréhensibles, que Rick interpréta comme une menace du style « Si jamais je te rencontre, seul sur mon chemin, tu es mort. » « À la bonne heure, Manfred !»
le félicita mademoiselle Parfum d'Enfer, depuis le siège arrière. Maintenant, tu peux te remettre au volant. Encore 1000 excuses, mon chéri. Le gant orange lui adressa un salut qui ressemblait à une caresse. La vitre se referma, Manfred embraya, et la voiture redémarra en trombe. J'hallucine, grogna Rick, avant de se décider à se remettre en selle. Elle m'a appelé mon chéri. Quand la route devint plate, le garçon accéléra et franchit au sprint le portail de la villa Argot. Dans le parc, jalonné d'arbres majestueux, de buissons en fleurs et de sentiers, les outils de jardinage de Nestor traînaient comme s'ils avaient été abandonnés au beau milieu du travail. Dans la cour, devant la maison, Rick vit l'automobile noire qui avait failli le renverser, garée de travers. Sa bouche devint soudain sèche. La jeune femme aux gants orange, debout près du jardinier, parlait avec fougue tout en gesticulant. Nestor, lui, était impassible. Il se contentait de secouer la tête, comme pour s'excuser de quelque chose dont il n'était pas responsable. Rick mit pied à terre et resta planté à les observer. À la fin de la discussion, la femme, dont les cheveux roux paraissaient flamber, pointa l'index de sa main droite sur le jardinier et lâcha d'un ton péremptoire. « Nous la verrons !» Puis, elle s'engouffra dans la voiture et claqua la porte. Manfred alluma le moteur, exécuta une manœuvre rapide faisant gicler le gravier alentour, avant d'emporter la propriétaire furibonde du véhicule. « Vous aurez bientôt de mes nouvelles !» cria encore mademoiselle Rouge-Pétard, en dépassant en trombe le vélo de Rick. Celui-ci regarda s'éloigner la voiture, remonta sur son vélo et atteignit la cour en 2 coups de pédale. Nestor s'affairait rageusement à remettre en place le gravier éparpillé à la ronde. « Une femme décidée, hein ?» commenta Rick, arrivé à quelques pas du jardinier. Nestor lui jeta un regard noir, puis, semblant le reconnaître, il lui adressa un sourire forcé. « Olivia Newton ? Laisse tomber, mon garçon, ça vaut mieux. » Il expira profondément et recouvra son calme. « Tu es sans doute Rick Banner. Les enfants t'attendent, ils doivent être à l'intérieur. » Rick lança un coup d'œil timide vers l'entrée de la villa Argot. « Ça t'arrive de descendre de ta selle ?» l'apostropha Nestor, en voyant que Rick ne se décidait pas à entrer. « Si tu veux rencontrer les jumeaux, viens par ici et appelle-les. » Il s'en alla en boitant, agacé, et considéra les sillons que les roues de l'automobile avaient creusés dans l'allée. « Ok, merci, fit Rick. Il descendit de son vélo, l'appuya à la béquille et monta les marches qui, pour la première fois, allaient le conduire dans la maison. Au bout de quelques instants, son vélo se renversa avec un fracas métallique inquiétant. Rick sursauta et revint sur ses pas. Constatant que la béquille s'était tordue au moment de sa chute dans le fossé, il posa sa bicyclette contre un muret avec un soupir. Il aurait voulu dire au jardinier que lui aussi avait maintenant une bonne raison d'être en rogne contre Olivia Newton. Mais il avait beau regarder partout, aucune trace de Nestor, nulle part. Boiteux, mais rapide, songea-t-il en son fort intérieur. Et cette fois-ci, il entra.